À l'auberge Saint-Rémy, Fanny Ray impose une discipline de fer à son équipe. Sa cuisine composée de produits locaux lui a valu d'être la seule femme première étoile du guide Michelin 2017. Sa spécialité, la coquille Saint-Jacques dite pince à linge, à la fondue de poireaux, écorce de citron et truffes noires. Comme elle est vraiment fermée, ça va cuire à l'étouffée. Et puis on va avoir un parfum incroyable au moment où on va retirer ses pinces. Fanny Ray a fait ses classes dans la Marine nationale à Brest, avant de rejoindre le Ritz à Paris, où elle rencontre son époux, le chef pâtissier Jonathan Wahid. Depuis 2012, il marie plats et desserts, loin des clichés sexistes. Ce qui compte surtout, c'est le travail qu'elle fournit, l'amour qu'elle met dans les créations, dans les plats qu'elle crée. Après, il y a une sensibilité féminine dans ses assiettes et je trouve que c'est génial. Actuellement, en France, seules 15 femmes possèdent le prestigieux macaron pour un total de 616 restaurants étoilés. Mais selon Fanny Ray, mère de 2 enfants, la haute gastronomie n'est pas un milieu inaccessible aux femmes. Il faut avoir quand même de la combativité, parce que c'est un métier quand même rigoureux, physique. Mais non, les femmes ont clairement leur place en cuisine. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elles arrivent, on en forme aussi, donc on en a déjà formé. Donc je ne me fais pas de soucis, il y en aura d'autres. Depuis sa récompense, la chef met les petits plats dans les grands. Elle vient de renforcer son équipe de 2 personnes. Elle espère ainsi que ses recettes aux saveurs subtiles et végétales lui vaudront un jour une seconde étoile. À Belfast, l'art urbain est présent à tous les coins de rue. De nombreuses fresques racontent l'histoire du conflit nord-irlandais, près de 3500 morts entre 1969 et 1998. Un passé douloureux dont les stigmates continuent de marquer la ville, à l'image de l'ancien mur de séparation entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, les artistes nord-irlandais veulent donner un nouveau visage à la ville, avec, pour seule arme, une bombe de peinture. Je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que la ville change complètement de visage, que ce soit différent de ce à quoi elle ressemblait pendant la guerre. Donner quelque chose de positif, de brillant, de joyeux, quelque chose auquel les gens pourraient s'identifier plutôt que de se sentir agressés. Spécialiste des portraits, cet ancien DJ au chômage peint aussi bien les stars que les sans-abri. Sa dernière série en date lui a valu le surnom de Banksy de Belfast, en référence à l'artiste britannique. Aujourd'hui, on dénombre plus d'une centaine d'œuvres de street art dans les rues de la capitale nord-irlandaise. Et si la plupart des artistes se disent apolitiques, leurs peintures ne sont pas dénuées de messages. À l'image de cette immense fresque où 2 flèches transpercent une colombe de la paix. L'une symbolise le catholicisme, l'autre le protestantisme. À Belfast, religion et politique ne font qu'un. C'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de colère sous-jacente ici. Beaucoup de gens sont contre les dirigeants parce que nos dirigeants sont vraiment nuls. Donc beaucoup de gens sont en colère à cause de pas mal de choses. Et ils expriment cela à travers leur art. Et le street art en fait partie. Pendant des décennies, les fresques murales ont servi à délimiter les quartiers entre les différentes communautés de Belfast. La nouvelle vague d'artistes de rue semble bien décidée à marquer son territoire d'une nouvelle façon, avec comme mot d'ordre l'union plutôt que la division. Bannie de chez elle parce qu'elle a ses règles. Babitra Giri passe la nuit dans une hutte de fortune suivant une superstition hindoue appelée Chaupadi. Nous pensons que si nous ne respectons pas le Chaupadi, de mauvaises choses vont nous arriver. Alors que si on le pratique, les dieux nous favoriseront. Je pense que c'est pour la bonne cause. Donc je suis cette pratique pendant mes règles. Cette tradition est essentiellement répandue dans l'ouest du Népal. Pendant leurs règles, les femmes ont interdiction de toucher nourriture, icônes religieuses, bétail ou hommes, et dorment dans une hutte, loin de la maison. Elles doivent aussi manger dehors et utiliser des assiettes différentes. Maintenant, j'y suis habituée. Au début, j'avais peur, parce que j'étais loin de ma famille, la nuit, dans l'obscurité, dans un endroit pareil. Mais 2 femmes sont récemment mortes en pratiquant cette tradition. L'une en s'intoxiquant avec la fumée d'un feu allumé pour se réchauffer, alors que l'autre décès reste inexpliqué. Leur disparition a entraîné une nouvelle vague d'indignation envers cette pratique, mais les chamans et les anciens des villages n'en démordent pas.
Le Chaopadi concerne la menstruation et la période post-natale. C'est notre tradition et notre culture. Les dieux se sont mis en colère. Ce ne sont pas des individus, mais les dieux que nous vénérons qui demandent aux femmes de s'éloigner durant ces quelques jours. Le gouvernement a pourtant interdit cette pratique il y a une décennie, et des huttes ont été détruites dans certains villages. Mais la croyance persiste. Nous avons constaté que la plupart des femmes considèrent le Chaupadi et toutes les restrictions menstruelles non comme une violation de leurs droits, mais comme une extension du spirituel et du rôle qu'elles jouent en tant que gardiennes spirituelles et religieuses de la famille. Et c'est un argument très difficile à contester, donc il nous faut une meilleure stratégie. Une stratégie qui pourrait passer par le recours à la justice. Un nouveau projet de loi a été présenté au Parlement népalais pour punir de peine d'emprisonnement quiconque force des femmes à cet exil mensuel. Patrick Mwelwa parcourt plus de 70 km pour apporter de l'eau et un peu d'espoir dans la région de Tsavo au sud du Kenya. Contrairement aux autres qui vendent l'eau dans les zones résidentielles touchées par la sécheresse, Patrick, lui, vient plusieurs fois par semaine pour permettre aux éléphants et aux buffles de boire. En tant que Kényan, je ne vois pas les gens s'impliquer pour aider les animaux, surtout les animaux sauvages. Et j'avais dit que quand je serai grand, je ferai quelque chose pour la faune. Et maintenant, le temps est venu pour moi de passer à l'action. Cet agriculteur de 41 ans était hanté par le souvenir de la sécheresse de 2009 qui a causé la mort de 40% des animaux dans le parc national de Tsavo-Ouest. Alors que son initiative est considérée par beaucoup comme une solution temporaire, Patrick, lui, espère ne plus jamais voir d'animaux mourir. Lors de la dernière sécheresse, c'était tellement triste. Nous avons perdu beaucoup d'animaux, des petites antilopes, mais aussi des gros mammifères ici à Tsavo. Le Kenya subit une grave sécheresse depuis plusieurs mois qui a fortement touché sa faune, surtout dans le nord du pays. Le changement climatique et l'activité humaine ont affecté l'approvisionnement en eau. Les prochaines pluies n'apparaîtront pas avant le mois d'avril. Les défenseurs des animaux tirent la sonnette d'alarme et cherchent une solution sur le long terme. L'accent a beaucoup été mis sur le braconnage et la criminalité ces derniers temps. Mais le plus gros crime à l'heure actuelle est le manque d'eau à Tsavo. Alors si nous ne commençons pas à prendre soin de l'environnement autour de Tsavo, à nous préoccuper un peu moins du braconnage et un peu plus de la réhabilitation de l'environnement qui permettra de faire remonter le niveau d'eau, nous allons vraiment perdre tous nos animaux sauvages. Patrick a lancé un appel aux dons pour permettre le convoyage d'un camion-citerne. Une amie américaine a démarré une collecte sur un site de financement participatif pour rassembler 20 000 $. En 2 semaines, ils en ont déjà récolté plus de 200 000. Avec cet argent, Patrick compte acheter son propre camion et faire construire un réservoir d'eau dans le parc. Sur les lieux d'un accident tragique à Karachi. En janvier, une pile d'ordures a pris feu dans cette ruelle et les flammes ont englouti une partie de l'appartement de Mohamed. Son épouse et lui se sont évanouis dans leur chambre remplie de fumée. Leurs 3 enfants, eux, n'ont pas survécu à l'incendie. Les amis qui nous ont emmenés à l'hôpital m'ont dit que 2 de mes enfants étaient morts en route. Et le 3e, Abdulaziz, est mort au milieu du groupe de docteurs qui essayaient de lui sauver la vie. Ceux qui jettent leurs ordures n'importe où et ceux qui ne font pas leur travail pour les nettoyer, ce sont eux qui sont responsables de la mort de mes enfants. Qui d'autre ? Le drame de Chamin et Mohamed est la conséquence d'un problème qui touche tout Karachi. La mégapole de plus de 20 millions d'habitants produit plus de 12 000 tonnes de déchets chaque jour. Les autorités responsables de la gestion des ordures avouent être dépassées. Les organismes municipaux ne sont capables de traiter que 60% des déchets produits actuellement. Cela ne dépasse pas 60% en raison de l'éloignement des décharges, des embouteillages, des distances trop longues à parcourir et de la vétusté des véhicules.
Les sceptiques assurent que la situation est encore bien pire à cause de la corruption et de l'incompétence des autorités. Résultat, les déchets s'entassent dans les rues. Certains habitants se trouvent obligés d'improviser et brûlent les ordures qui restent. Un système D lui-même dangereux. Lorsque vous brûlez des ordures, il y a du plastique qui brûle aussi, et ça émet des gaz toxiques qui sont cancérigènes. Le gouvernement de la province a confié la gestion des déchets à des entreprises chinoises dans au moins 2 des 5 quartiers de la ville. Mais beaucoup pensent que ça ne réglera pas les sources du problème, une mauvaise gestion des déchets, un manque de recyclage et une population qui ne cesse de croître.